Canal TSF. Canal TSF. La radio sans frontières. La poésie française et persane avec Daria. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes sur Canal TSF Radio Sans Frontières depuis Rennes en France et vous écoutez la poésie française et persane avec Daria. Comme chaque lundi à 17h et le jeudi à midi en rediffusion. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour ce nouveau voyage poétique. Aujourd'hui, on entre dans l'univers d'un homme considéré à son époque comme un génie littéraire, un écrivain de l'histoire, de la mémoire, de l'amour et de la mort. Cet après-midi, on consacre notre émission à François-René de Chateaubriand. Père de romantique français, il est l'écrivain phare de la première moitié du XIXe siècle. Chateaubriand a inspiré de nombreux auteurs. Alfred de Musset, Alphonse de Lamartine, Charles Baudelaire, Marcel Proust. Et même aujourd'hui encore, les critiques continuent à louer le grand écrivain. Chateaubriand a apporté quelque chose de nouveau dans la littérature française, une écriture de soi, poétique et historique, habitée par une grande mélancolie. Et permis par la description de paysages tourmentés, de ruines antiques et surtout des histoires d'amour malheureuses. Ici, sur Canal TSF, la poésie circule toujours entre deux langues, le français et le persan, mais surtout entre deux sensibilités, deux façons de regarder le monde. Et on essaie, comme toujours, de créer un espace où les frontières s'effacent un peu, pour laisser place à l'écoute, à l'émotion, à la rencontre. Cet après-midi, je vous propose de ralentir un peu, de prendre le temps d'écouter un écrivain qui écrivait comme on respire, comme on rêve parfois, parce qu'il y a des auteurs qu'on admire, parce qu'il y a ceux qui continuent longtemps à vivre en nous, parce qu'il y a des auteurs qu'on voudrait être. Chateaubriand nous fascine. Quand on ouvre ces livres, on ressent immédiatement quelque chose de particulier. Les forêts, les ruines, la mer, le vent, les tempêtes. Tout ceci devient un miroir de son âme. Même ces silences ont quelque chose à nous dire. Son écriture est très travaillée et améliorée sans cesse. Un écrivain à la frontière de plusieurs mondes. Entre le voyage et l'exil, entre la foi et le doute, entre la mémoire et le temps. Et aujourd'hui, on ne veut pas seulement parler de Chateaubriand, on va surtout essayer de l'écouter. Pour m'accompagner dans cette traversée, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Marc Boudier. Marc, c'est quelqu'un qui a un lien vraiment particulier avec Chateaubriand. Il lui consacre depuis plusieurs années un travail de recherche. Et je trouve ça beau, quelqu'un qui choisit de passer autant de temps avec un seul écrivain. C'est une forme de fidélité, je crois. Il prépare actuellement une thèse de doctorat en littérature française à l'université de Rennes, sous la direction du professeur Xavier Bourdonnais. Et son sujet, je vais vous le dire parce qu'il mérite d'être entendu. C'est la représentation de la mort féminine dans l'œuvre de Chateaubriand. Un sujet à la fois littéraire, intime et profondément humain. Bonjour Marc et bienvenue sur Canal TSF.
Bonjour Daria, merci beaucoup de votre invitation. Je suis très ému de parler de Chateaubriand à une femme iranienne et peut-être devant d'autres Iraniennes et Iraniens. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cher Marc, je viens de faire une brève présentation de notre émission et de thème d'aujourd'hui, mais je crois que nos auditeurs seraient très heureux de mieux vous connaître. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours, de votre chemin dans la littérature et de votre lien personnel avec Chateaubriand? Alors j'ai toujours beaucoup lu et il y a une dizaine d'années, pour le plaisir, j'ai voulu commencer des études de littérature française. Donc je me suis inscrit à la faculté de Rennes 2. J'ai passé une licence de lettres modernes en 3 ans. Ensuite, en 2 années supplémentaires, j'ai obtenu un master en littérature et humanité. Et depuis 4 ans, je suis en doctorat. Et le sujet de ma thèse, donc vous l'avez dit, c'est la représentation de la mort féminine chez Chateaubriand. Alors pourquoi Chateaubriand? C'est un auteur qui me suit depuis très longtemps, pour lequel je voue une vraie passion. Voilà, Chateaubriand, j'ai découvert en arrivant en Bretagne. Il est né à Saint-Malo, donc pas très loin de Rennes. Il a passé une partie de son enfance dans un château qui est situé entre Saint-Malo et Rennes. Et je l'ai découvert en fait par l'intermédiaire d'un autre écrivain, Jean d'Ormesson, qui a écrit une biographie sentimentale de Chateaubriand. Et en lisant cette biographie, j'ai voulu vraiment connaître l'auteur en découvrant ses œuvres. Et depuis, il ne m'a plus jamais quitté. Alors Chateaubriand, c'est un poète. Et comme tout poète, il parle de l'amour et de la mort. Mais ce n'est pas un sujet nouveau, hein, puisque depuis le mythe babylonien de Pyramétis Bey, le conte arabe de Leili et Majnoun, plus récemment Roméo et Juliette, l'amour et la mort sont des motifs très importants dans la littérature. Ouais. Mais en étudiant la mort féminine chez lui, je vais essayer de démontrer que ce motif exprime également autre chose que la simple expression de l'amour et de la mort. Toutes ces œuvres sont des histoires d'amour malheureuses, toutes ces œuvres de fiction, ces romans, mais également ces mémoires qu'il a écrits qui ont été publiés après sa mort, parlent de mort féminine. Et ce qu'exprime Chateaubriand au travers de cette mort féminine a à voir avec le motif ancestral du désenchantement. Alors, il faut savoir qu'au lendemain de la Révolution française, la religion chrétienne réapparaît officiellement dans la société française. Et Chateaubriand veut se faire le chantre de cette religion pour le retour d'une société apaisée, avec un espoir commun, celui d'une résurrection dans un paradis chrétien. Mais il exprime également, au travers de la mort féminine, une réinterprétation du récit biblique de la chute originale, et qui exprime forcément une fatalité qui s'abat sur les femmes, puisque Ève a désobéi au commandement divin. Et dans ses mémoires d'outre-tombe, Chateaubriand se représente en Adam et exprime une vision désenchantée du monde ou de la condition humaine. Oui, c'est vrai. Merci Marc. C'est vraiment beau ce parcours et on sent déjà que Chateaubriand pour vous, c'est bien plus qu'un sujet d'étude. En effet, c'est toujours difficile de résumer ce qu'il représente dans la littérature française. On dit souvent écrivain romantique. Mais c'est bien plus que ça. Il a presque inventé une nouvelle façon d'écrire les émotions, la solitude, le rapport à la nature. Chez lui, les paysages deviennent des états intérieurs et moi, quand je le lis, j'ai vraiment cette sensation-là. Mais j'imagine que pour vous, après des années à travailler sur son œuvre, c'est quelque chose de très différent. Qu'est-ce qui vous touche vraiment dans son écriture? Alors, pour répondre à cette question, on peut laisser parler Victor Hugo. Victor Hugo, quand il avait 15 ans, et qu'on lui posait la question de ce qu'il voulait faire ou être plus tard, il disait « Je veux être Chateaubriand, sinon rien ». Voilà, ça dit tout de l'écriture de Chateaubriand et de l'impact qu'il a eu sur le monde littéraire. Alors, Chateaubriand, c'est un auteur qui se lit dans un fauteuil, voilà, ou à son bureau, mais dans le calme. En fait, on ne peut pas le lire sur une plage. Je prends toujours pour exemple une bonne bouteille de vieux cognac. Fait, ses mémoires d'outre-tombe, et puis pourquoi pas ses romans, ses fictions également, se sirote, se déguste tranquillement, chapitre par chapitre, comme une bouteille de cognac. On peut la boire sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et les mémoires d'outre-tombe, c'est à peu près la même chose. On n'est pas obligé de suivre
le fil historique. On peut commencer par la fin, qui sont les plus beaux chapitres, et puis revenir au milieu, au début. Voilà, il n'y a pas de contrainte là-dessus. Et ce que je voulais dire également, pour son écriture à proprement parler, il y a un auteur qui l'a bien résumé, c'est Alfred de Musset, qui a dit que c'était le prince de poésie. Oui. Voilà, son écriture est en prose, mais c'est une vraie poésie. Et tout à fait. Voilà. Ouais. Et si elle n'est pas poétique, c'est-à-dire que s'il a, il a d'autres écrits, il a fait d'autres écrits, il a écrit beaucoup dans les journaux, ou des écrits politiques, eh bien elle est extrêmement percutante. Voilà. Et le roi de France, Louis XVIII, disait de ses écrits, alors c'est une anecdote, est-ce qu'elle est vraie, mais en tout cas c'est ce qui se disait, ses écrits avaient la valeur d'une armée de 10 000 hommes. Ouais. Voilà. Alors, Chateaubriand a fait des portraits magnifiques de femmes, mais il pouvait aussi être un peu moins poétique et faire des portraits au vitriol d'hommes. Voilà. Et alors je vais vous donner un exemple de la puissance de cette écriture. En 1791, il part en Amérique du Nord, donc les États-Unis d'Amérique, D'accord. qui ont été proclamés indépendants, ça fait une quinzaine d'années, parce que ça date de 1776. Donc Chateaubriand débarque à Baltimore, et à son arrivée, il se dirige vers une ferme, avec les membres d'équipage, pour acheter des produits frais, des œufs, du lait. Et il dit dans ses mémoires, il raconte ça, qu'en arrivant devant cette ferme, c'est une jeune noire de 13 à 14 ans qui lui ouvre la porte de l'enclos pour accéder à la ferme. Et il conclut son chapitre par une seule phrase. Il dit « Ce fut une esclave qui me reçut sur la terre de la liberté. » Voilà, en une phrase, il a tout dit de l'hypocrisie des hommes et du monde. Cher Marc, je sais que tu connais beaucoup de choses sur la vie Chateaubriand grâce à votre thèse, mais si vous voulez présenter une courte biographie de lui à nos éditeurs, que direz-vous? Alors, François-René de Chateaubriand est né le 4 septembre 1768 à Saint-Malo. Il est le dernier né d'une fratrie de 6 enfants. Ça, il vient d'une famille aristocratique. Voilà. Ses parents le destinent à une carrière, alors pour son père, une carrière militaire, pour sa mère, une carrière religieuse. Et en fait, ni l'un ni l'autre ne lui conviennent. Il va passer une enfance assez solitaire dans le château de Combourg, au nord de Rennes, avec sa sœur. Puis il va rejoindre... Rapidement, il comprend qu'il a envie d'être dans le monde de la littérature, d'écrire. Sa sœur, avec qui il est très proche, Lucille, lui dit qu'il devrait être poète. Et donc, vers l'âge de 20 ans, il rejoint ses sœurs à Paris. Il pénètre le monde littéraire à Paris. Et survient la Révolution française, à ce moment-là. Après 2 années de violence, en fait un peu écœuré peut-être par tout ce qui se passe, il décide de partir en Amérique du Nord. Alors il ne fuit pas, il va chercher là-bas des images, de l'inspiration pour ses futurs écrits. Puis il revient une petite année plus tard à Paris. Et là, il est obligé de prendre position, soit se mettre du côté des royalistes, soit du côté des révolutionnaires. Il choisit le côté royaliste, c'est le fils d'un aristocrate. Il est blessé lors d'une bataille et il est obligé de fuir en Angleterre. Et là, il reste pendant 7 années en exil en Angleterre, avec bien sûr interdiction de revenir en France, sinon il encourt la peine de mort, puisqu'il a pris les armes contre la France révolutionnaire. Voilà, il revient au bout de 7 ans. Et là, il publie son premier petit roman, c'est une petite nouvelle qui a un succès phénoménal. C'est une histoire d'une jeune indienne, Atala. Et avec ce succès, il commence à vraiment percer dans le monde littéraire. Et 1 an plus tard, il publie Le génie du christianisme, qui là le fait reconnaître carrément par les grands de ce monde, entre autres Napoléon Bonaparte,
puisque le génie du christianisme est une œuvre apologétique et qui concourt bien en fait avec l'esprit de religieux qui revient dans la société française. Absolument. Voilà. Il part à Rome, il va avoir une carrière un peu politique, diplomatique, il continue à écrire, et puis il va se fâcher avec Napoléon Bonaparte, et puis il va se mettre en retrait de la société, et en 1830, il va se mettre totalement en retrait de la société pour se consacrer plus qu'entièrement à la rédaction de ses mémoires, qu'il intitule Les Mémoires d'Outre-Tombe, parce qu'il veut les publier à titre posthume. Il veut qu'elles soient publiées une fois qu'il sera mort. Ah oui. Voilà, et il meurt, effectivement, le 4 juillet 1848, à 80 ans, et fait exceptionnel, il a eu l'autorisation d'être enterré sur l'îlot du Grand B. Ça appartenait au domaine public. Normalement, c'est interdit en France de se faire enterrer sur le domaine public. Il est enterré donc sur l'îlot du Grand B, qui est une toute petite île sous les remparts de Saint-Malo et qui fait face à la mer. C'était son vœu le plus cher. Oui, c'est vrai. On peut dire que Chateaubriand est l'inventeur de la prose poétique. Mais il avait vraiment l'âme d'un poète. Ce qui me touche le plus chez lui, c'est cette façon de transformer les paysages en émotions. Quand il décrit une forêt, une mer, une lumière de fin de journée, il ne décrit jamais seulement un décor. Oui, alors c'est le propre des romantiques, donner à ressentir un paysage, une ruine, la couleur d'un ciel, et s'attarder sur un détail pour en rendre compte d'un état d'âme. En fait, tous ces objets inanimés ne sont que des moyens pour exprimer un état d'âme et qui est très souvent représentatif d'une grande mélancolie. Chateaubriand a 20 ans quand éclate la Révolution française et il va théoriser très tôt un état d'âme qu'il appellera le vague des passions. Le vague des passions, c'est lorsqu'un jeune homme est rempli de passion et de désir, d'envie, et que tout autour de lui est stérile, sec, sans illusion. Voilà, et une phrase résume bien cet état d'âme, c'est « On habite avec un cœur plein un monde vide ». Donc tout ce qui l'entoure, les paysages, les ruines, vont servir à rendre cet état d'âme perceptible au lecteur, et la représentation de la mort des femmes fait partie de ce vaste désenchantement du monde. Oui, il parle de temps qui passe, de la solitude, de la mémoire, et puis il y a chez lui quelque chose de voyage intérieur. Même quand il traverse des pays lointains, on sent que le vrai voyage se passe à l'intérieur de lui. C'est peut-être ça qui rend son œuvre encore si moderne aujourd'hui. Alors oui, Chateaubriand a beaucoup voyagé, et ce besoin de bouger, de ne jamais être satisfait de l'endroit où il se trouve, traduit aussi son insatisfaction permanente. Alors le but premier de ces voyages, c'est vraiment de s'imprégner des lieux et de chercher des sources d'inspiration pour ses écrits, ses futurs romans. Et il a d'ailleurs donné l'envie de voyager à d'autres auteurs, comme Gérard de Nerval, Gustave Flaubert, et Chateaubriand a participé à cette envie de l'Orient. C'est-à-dire qu'il a participé à la fascination des Européens pour le monde oriental. Et Victor Hugo, par exemple, connaissait le poète persan Hafiz, peut-être grâce à Chateaubriand. Et Victor Hugo a, entre autres, publié un recueil de poésie appelé Les Orientales. D'accord. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Ce qui est fascinant aussi, c'est qu'il écrit toujours en plusieurs mondes, les voyages, l'histoire, la religion, la politique, oui. Mais aussi quelque chose de beaucoup plus intime, comme si toute son œuvre gardait une mémoire silencieuse. Quand on le lit, on a l'impression que les paysages regardent encore, que les ruines, les arbres, les mers conservent quelque chose des êtres disparus. L'âme des femmes mortes ne disparaît jamais. Okay. Dans une forme de métampsychose, il donne aux objets inanimés l'âme d'une femme disparue. Alors je vais vous raconter une belle histoire qui lui est arrivée et qui a profondément marqué Chateaubriand. Une histoire tristement belle, c'est celle de Pauline de Beaumont. Pauline de Beaumont, c'est une jeune aristocrate d'une famille très noble en France. Son père était ministre auprès du roi Louis XVI. À la Révolution, toute sa famille s'est fait enfermer, elle aussi, dans les prisons. Et sa famille a été décimée. Voilà, père, mère, frère, sauf elle, parce qu'en fait, elle était tuberculeuse.
Donc elle était malade de la poitrine, c'était une maladie très courante, mortelle à l'époque. Ok. Elle était dans un état de santé tellement faible que les gardiens de la prison pensaient dans tous les cas qu'elle allait mourir. Donc ce n'était pas la peine de l'exécuter, elle n'était peut-être même pas en état d'être exécutée. Et finalement elle a été libérée. Et elle se retrouvait au lendemain de la Révolution, totalement bouleversée, seule, ne sachant que faire. Et elle lit le roman d'Atala de Chateaubriand, et elle tombe éperdument amoureuse de Chateaubriand. Ils deviennent amants tous les deux. Elle l'aide à écrire sa deuxième œuvre, Le génie du christianisme. Malheureusement, Chateaubriand, qui aimait beaucoup les femmes, commence à se lasser, entre guillemets, de Pauline de Beaumont et se tourne vers d'autres femmes. Et pour s'éloigner de Pauline de Beaumont, choisit un poste que lui a proposé Napoléon Bonaparte à Rome. Ça lui permet de mettre un peu de distance avec Pauline de Beaumont. Il s'en va donc à Rome. Pauline de Beaumont, restée à Paris, qui sent cette fois sa fin proche, sa mort proche. Elle a 35 ans. Il faut s'imaginer une belle jeune femme de 35 ans qui va bientôt mourir. Elle décide de mourir dans ses bras. Elle veut mourir dans ses bras. Donc elle part en calèche et elle va traverser la France, les Alpes, toute l'Italie et rejoindre Chateaubriand à Rome. Et Chateaubriand, bouleversé, va l'accueillir, bien sûr, s'occuper d'elle jusqu'à la fin. Et elle mourra dans ses bras. Chateaubriand va lui rendre bien sûr un hommage dans ses mémoires d'outre-tombe, peut-être l'hommage le plus important, et il va lui construire un magnifique tombeau, toujours visible à Rome, en marbre, à l'église Saint-Louis des Français. D'accord. Voilà, et dans ses mémoires, donc, il va évoquer régulièrement le souvenir de Pauline de Beaumont à travers des objets inanimés, entre autres un arbre. Quand Pauline de Beaumont était jeune, petite fille, elle avait planté un cyprès dans un jardin près du quartier Montparnasse actuellement. Okay. Et Chateaubriand raconte qu'il va voir cet arbre et que lorsqu'il s'approche de l'arbre, alors il ne sait pas si c'est le vent ou pas, mais l'arbre se penche vers lui comme pour l'embrasser. D'accord. Voilà, et c'est le souvenir de Pauline de Beaumont qui le transperce à ce moment-là. D'accord. Et c'est peut-être là que naît la poésie, dans cette rencontre entre le visible et l'invisible, entre le présent et ce qui reste. Alors Joseph Joubert, un très bon ami de Chateaubriand qui admirait sa prose, a dit que la beauté de son écriture résidait dans l'humaine chaleur d'entre les mots. C'est-à-dire que ce qui est beau ne se voit pas, mais s'entend dans l'invisible dégagé par l'articulation, l'agencement particulier des mots. Ok. En fait, on sent quelque chose dès qu'on lit ces phrases. Ce n'est pas extraordinaire, ce n'est pas brouillon, c'est autre chose. Oui, c'est quelque chose qui entre en résonance avec l'intime du lecteur. Roland Barthes, un grand critique du XXe siècle, évoque, en parlant des écrits de Chateaubriand, le motif de la double longueur d'onde et de la parole littéraire chez Chateaubriand. Il dit que cette parole est douée d'une grande longueur d'onde, le sens évident, et d'une onde plus courte, la plus mystérieuse, qui suspend la parole entre le sens et le non-sens. Le lecteur se situe ici avec Chateaubriand dans cette suspension entre le mot et le non-mot, c'est-à-dire entre ce que l'auteur ne dit pas, mais qu'il sous-entend. Et le premier sentiment qui apparaît pour tout lecteur dans cette suspension entre les mots est celui d'une profonde mélancolie. Une sorte de mélancolie calme, mais une mélancolie qui parle. Les ruines antiques, sa jeunesse qui s'enfuit, tout sans valeur, rien n'a importance. Le souvenir de toutes ces femmes disparues, tout semble conserver une présence très fine dans les mémoires d'autres temps, comme si rien ne disparaissait complètement. Et maintenant, chers auditeurs, on va écouter un premier texte de Chateaubriand.
Voici l'extrait d'un texte dans lequel il évoque la douleur de la disparition de sentiments amoureux. Extrait des Mémoires d'autre temps. Dans ce passage, Chateaubriand décrit quelque chose qu'on connaît tous un peu. Ce moment où l'amour change de visage doucement, presque sans qu'on s'en rende compte. Et pour accompagner cette traversée poétique, nous écouterons les compositions musicales de Dominique Py, que nous remercions chaleureusement ainsi que le studio Résonance du patrimoine. N'essayez pas forcément de tout comprendre, laissez simplement les voix, la musique et les images traverser votre imagination, car parfois la poésie parle plus précisément de ce que les mots ne peuvent se l'expliquer. Alors, laissez-vous porter. D'abord, les lettres sont longues, vives, multipliées. Le jour n'y suffit pas. On écrit au coucher du soleil, on trace quelques mots au clair de la lune, chargeant sa lumière chaste, silencieuse, discrète, de couvrir de sa pudeur 1000 désirs. On s'est quitté à l'aube. À l'aube, on épie la première clarté pour écrire ce que l'on croit d'avoir oublié de dire dans des heures de délices. در آغاز نامه ها بلندند، پرشورند و بیشمار. روز برای نوشتنشان بس نیست، غروب که خورشید فرو می رود هنوز قلم بر کاغذ می لغزد و شب در روشنایی ماه چند واژه دیگر زاده می شود. گویان نور پاک، خاموش و رازدار مأمور است تا 1000 آرزوی نهفته را در حجاب شرم خویش پنهان کند. سپید دم از یکدیگر جدا شدند، اما با نخستین روشنی صبح چشم در انتظار روز میمانند تا آنچه را میپندارند در ساعتهای سرشار از عشق و سرخوشی ناگفته مانده است باز بر صفحه بیاورند. Mille serments couvrent le papier où se reflètent les roses de l'aurore. 1000 baisers sont déposés sur les mots qui semblent naître du premier regard du soleil. Pas une idée, une image, une rêverie, un accident, une inquiétude qui n'est sa lettre. هزار سوگند بر کاغذ نقش می‌بندد، کاغذی که گلگون سپیده در آن انعکاس یافته است. 1000 بوسه بر واژه‌هایی می‌نشیند که گویی از نخستین نگاه خورشید زاده شدند. نه اندیشه‌ای هست، نه رویایی، نه تصویری، نه حادثه‌ای و نه دلنگرانی که نامه‌ای بر آن نوشته شود. Voici qu'un matin, quelque chose de presque insensible se glisse sur la beauté de cette passion, comme une première ride sur le front d'une femme adorée. Le souffle et le parfum de l'amour expirent dans ces pages de la jeunesse, comme une brise le soir s'alanguit sur des fleurs. On s'en aperçoit et l'on ne veut pas se l'avouer. اما روزی فرا می رسد که چیزی نامحسوس چون نخستین چین بر پیشانی زنی دوست داشتنی بر زیبایی این شور عاشقانه سایه می افکند.
نفس عشق و عطر عشق آرام آرام از این صفحه های جوانی رخت برمی بندد، چنان که نسیم شامگاهی بر گلها سایه می افکند. اندک اندک رمق خویش را از دست می دهند. آنها این دگرگونی را حس می کنند، اما دلشان نمی خواهد به آن اعتراف کنند. Les lettres s'abrègent, diminuent en nombre, se remplissent de nouvelles, de descriptions, de choses étrangères. Quelques-unes ont retardé, mais on est moins inquiet, sûr d'aimer et d'être aimé. On est devenu raisonnable. On ne gronde plus, on se soumet à l'absence. نامه‌ها کوتاه‌تر می‌شوند و از شمارشان کاسته می‌شود. بیشتر از خبرها و چیزهایی سخن به میان می‌آید که عاشقانه نیستند. گاه نامه‌ای دیر می‌رسد، اما دیگر اضطرابی بر نمی‌انگیزد. وقتی انسان از دوست داشتن و دوست داشته شدن مطمئن شود، عاقل می‌شود. دیگر گله نمی‌کند، دیگر نمی‌شورد و به دوری تن می‌دهد. Les serments sont toujours les mêmes mots, mais ils sont morts. L'âme y manque. Je vous aime n'est plus là qu'une expression d'habitude, un protocole obligé. Le « j'ai l'honneur d'être » de toute lettre d'amour. سوگندها هنوز همان واژه‌های پیشینند، اما مردند. روح از آنها کوچ کرده است. دوستت دارم دیگر اعترافی سوزان نیست، عبارتی است از سر عادت، رسمی ناگزیر، همانقدر بیجان که تعارف پایانی هر نامه. Peu à peu, le style se glace ou s'irrite. Le jour de poste n'est plus impatiemment attendu. Il est redouté. Écrire devient une fatigue. On rougit en pensée des folies que l'on a confiées au papier. On voudrait pouvoir retirer ces lettres et les jeter au feu. اندک اندک زبان نامه‌ها سرد می شود یا رنگ رنجش به خود می گیرد. روز رسیدن نامه دیگر با بی صبری انتظار کشیده نمی شود، بلکه گاه از آن بیم دارند. نوشتن که زمانی شور و اشتیاق بود به خستگی و ملال بدل می شود. آدمی از یادآوری شوریدگی هایی که روزی بر کاغذ سپرده بود شرمگین می شود و آرزو می کند ای کاش می توانست آن نامه ها را باز پس گیرد و همه را با آتش بسپارد. Qu'est-il survenu? Est-ce un nouvel attachement qui finit? N'importe. C'est l'amour qui meurt avant l'objet aimé. چه رخ داده است؟ آیا دلبستگی تازه‌ای جای عشق پیشین را گرفته است؟ مهم نیست. حقیقت این است که عشق اغلب پیش از معشوق می‌میرد. On est obligé de reconnaître que les sentiments de l'homme sont exposés à l'effet d'un travail caché. Fièvre du temps qui produit la lassitude, dissipe l'illusion, mine nos passions, fane nos amours et change nos cœurs comme elle change nos cheveux et nos années. ناچار باید پذیرفت که احساسات آدمی در معرض نیروی پنهانند. تب زمان، همان تب خاموشی که خستگی می آورد، پرده وهم را کنار می زند، شورها را فرسوده می کند، عشقها را می پژمرد و دلهای ما را دگرگون می سازد، همان گونه که موهایمان را سپید می کند و سالهای عمرمان را بر دوشمان می افزاید.
Cependant, il est une exception à cette infirmité des choses humaines. Il arrive quelquefois que dans une âme forte, un amour dure assez pour se transformer en amitié passionnée, pour devenir un devoir, pour prendre les qualités de la vertu. Alors, il perd sa défaillance de nature et vit de ses principes immortels. اما این سرنوشت همیشه و برای همه یکسان نیست. گاه در روحی نیرومند عشقی آنقدر دوام می آورد که از هیجان زودگذر خویش فراتر می رود. به دوستی پرشور بدل می شود، به وظیفه‌ای شریف و به فضیلتی استوار. آنگاه دیگر از ضعف طبیعی عشق خبری نیست، زیرا دیگر از اشتیاقی گذرا جان نمی گیرد، بلکه از اصول جاودانه خویش نیرو می گیرد، اصولی که فرسایش زمان را بر آنها راهی نیست. Ce qui me frappe dans ce texte, c'est cette image, la première ride sur le front d'une femme adorée. C'est tellement précis, tellement juste. On voit exactement le moment où quelque chose commence à changer, sans qu'on puisse encore le nommer. Alors Chateaubriand est épouvanté par l'idée du temps qui passe irrémédiablement. Et il se sert de la femme, en fait, pour l'exprimer, c'est-à-dire exprimer la beauté, la jeunesse qui ne dure qu'un instant. Une scène très célèbre des Mémoires d'Outre-Tombe raconte sa visite auprès d'une grande aristocrate vénitienne, une très vieille femme. Il se rend à Venise, dans son palais, pour lui rendre visite. Il l'avait vue quelques années auparavant. Donc c'est une vieille femme. Il l'avait connue un peu plus jeune. Et en la quittant, il effectue un baise-main, c'est-à-dire qu'il se penche. Il lui prend la main pour l'embrasser, se penche vers elle, et en se penchant, en levant les yeux, il aperçoit derrière cette femme un portrait d'elle, une peinture, de quand elle était jeune. Et il dit dans ses mémoires donc, que ses lèvres approchant de cette main toute ridée, et cette vue qu'il voyait de cette jeune fille, qu'elle était, voilà, c'est quelque chose qui le marque profondément. Et la ride n'est pas un motif nouveau dans la littérature. La ride sur une femme ou sur un homme est vraiment ce qu'on appelle un topos pour la littérature, pour parler de la vieillesse. On peut citer le vieux poète Corneille, qui s'adressait un jour à une jeune marquise de 26 ans, je crois, qui avait refusé ses avances. Et il a écrit un poème pour elle, en lui disant, enfin, où il lui disait, quoi, « Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront, et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. » Ok. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il décrit ça sans jugement. Il dit pas que c'est une faute, une trahison. Il dit que c'est le temps, juste le temps, qui travaille en silence. Oui, c'est peut-être là où Chateaubriand rejoint des grands poètes persans, comme le poète Jami, je ne sais pas si on dit vraiment comme ça, Jami. Oui. Dans sa version de Mejnoun et Leili, le poète Jami spiritualise l'amour de Mejnoun. Celui-ci fou amoureux de Leili finit par la congédier, car il a atteint quelque chose de supérieur à l'amour terrestre, un amour spirituel. Et pour Chateaubriand, l'amour terrestre finit toujours par disparaître. D'où ce beau passage qu'on vient de lire, Amour et vieillesse. Et puis ce passage sur les lettres au ça, c'est magnifique. Au début, on écrit à la lumière de la lune. On n'a pas assez d'air dans la journée et petit à petit, les lettres se font rares, plus courtes. Plein de nouvelles à la place des sentiments. Je vous aime devient une habitude, une façon de faire, il dit.
Oui. C'est la disparition du sentiment amoureux au profit d'autre chose, en fait, d'un amour spirituel, ou tout simplement l'amour d'une autre femme. Chateaubriand a eu beaucoup de femmes, beaucoup d'amantes dans sa vie, mais il était toujours insatisfait. Il avait un besoin terrible de plaire. C'est une observation un peu dure parce qu'on s'y reconnaît un peu ce moment où on continue de dire les mêmes choses mais sans vraiment les ressentir. La fin d'un amour est toujours cruelle. C'est pour ça que dans ses romans de Chateaubriand, ils finissent toujours dans la mort. Et même on vient de le voir, pour Chateaubriand dans sa vie personnelle, certains de ses amours se sont également terminés par la mort d'une de ses amantes. Et pourtant, il termine sur quelque chose de surprenant. Il dit que parfois, dans une âme forte, l'amour se transforme. Il devient une amitié passionnée et devoir. Et là, il perd sa fragilité. Il vit autrement. L'amour se poursuit autrement. Pour Chateaubriand, l'expression de l'amour a une vocation quasi religieuse. Ah oui. C'est une quête d'absolu qu'il sait ne jamais pouvoir atteindre. Donc il faut qu'il se transforme en quelque chose d'autre. C'est presque une consolation, non? Comme si l'amour avait plusieurs vies possibles et que sa disparition n'était pas toujours une fin, parfois juste une transformation. Alors, ce n'est pas une consolation, c'est l'expression pour moi d'une grande tristesse, d'une grande mélancolie. Adolescent, il rêvait d'une femme idéale, qu'il décrit dans ses mémoires d'outre-tombe, et qu'il appelle fantôme d'amour. Fantôme parce qu'il sait que jamais il ne la tiendra dans ses bras. Sur Terre, ce n'est pas possible. Peut-être seulement après sa mort dans l'outre-tombe. Alors, justement, entrons dans un deuxième moment, le lecteur. Ce texte s'appelle Fantôme d'amour, extrait de René. Dans ce passage, Chateaubriand décrit quelque chose d'assez universel. Cette femme imaginaire que tout homme se forge dans son imagination. Lorsqu'il est adolescent, en assemblant des morceaux de toutes les femmes qu'il a vues. Emporté de rêves parfaits, impossibles, et qui ne le quittent jamais. Pour ce voyage poétique, et comme d'habitude, accompagné avec la belle musique de Dominique Pine, diffusée par le studio Résonance de Patrimoine. Je me composais donc une femme de toutes les femmes que j'avais vues. Elle avait la taille, les cheveux et le sourire de l'étrangère qui m'avait pressé contre son sein. Je lui donnais les yeux de telle jeune fille du village, la fraîcheur de telle autre. Les portraits des grandes dames du temps de François Ier, de Henri IV et de Louis XIV dont le salon était orné m'avaient fourni d'autres traits et j'avais dérobé des grâces jusqu'au tableau des Vierges suspendus dans les églises. پس من نیز برای خویش زنی آفریدم از همه زنانی که دیده بودم. قامت، گیسوان و لبخندش را از آن بیگانه گرفته بودم که روزی مرا در آغوش خود فشرده بود. چشمانش را از دختری روستایی و طراوتش را از دیگری وام می گرفتم. از پورتره‌های بانوان بزرگ و روزگار فرانسوای اول، هنری چهارم و لویی چهاردهم که دیوارهای تالار را می‌آراستند، خطوطی دیگر به چهره‌اش می‌بخشیدم. من حتی از سیمای مریم‌های مقدس آویخته بر دیوار کلیساها نیز جلوه‌هایی می‌ربودم تا بر زیبایی او بیفزایم. Cette charmesse me suivait partout invisible. Je m'entretenais avec elle comme avec un être réel. Elle variait au gré de ma folie. Aphrodite sans voile, Diane vêtue d'azur et de rosée, Thalie au masque riant, Hébé à la coupe de la jeunesse. Souvent, elle devenait une fée qui me soumettait à la nature.
آن افسونگر خیالی ناپیدا و خاموش همه جا همراه من بود. با او سخن می گفتم، چنان که با موجودی واقعی. به میل جنون خیال پردازم پیوسته دگرگون می شد. گاه آفرودیت بی حجاب بود، گاه دیانایی پوشیده از شبنم در آبی آسمان، زمانی تالیا با نقاب خندانش و زمانی هبه با جام جوانی در دست. و چه بسیار که به پری بدل می شد که طبیعت را به فرمان من در می آورد. Sans cesse, je retouchais ma toile. J'enlevais un appât à ma beauté pour le remplacer par un autre. Je changeais aussi ses parures. J'en empruntais à tous les pays, à tous les siècles, à tous les arts, à toutes les religions. بی‌وقفه بر این تصویر دست می بردم. دلربایی را از زیباییش می گرفتم و دلربایی دیگر به جای آن می نشاندم. جامه ها و آرایه هایش را نیز مدام دگرگون می کردم. زینت هایش را از همه سرزمین ها، همه سده ها، همه هنرها و همه آیین ها به عاریت می گرفتم. Puis, quand j'avais fait un chef-d'œuvre, j'éparpillais de nouveau mes dessins et mes couleurs. Ma femme unique se transformait en une multitude de femmes, dans lesquelles j'idolâtrais séparément des charmes que j'avais adorés réunis. اما همین که شاهکاری می آفریدم، بار دیگر طرح‌ها و رنگ‌هایم را پراکنده می کردم. آن زن یگانه به کثرتی از زنان بدل می شد و من در هر یک همان افسون‌ها و زیبایی‌هایی را می پرستیدم که پیشتر در وجودی واحد ستوده بودم. Voici venir une jeune reine, ornée de diamants et de fleurs. Elle me cherche à minuit au travers des jardins d'orangers, dans les galeries d'un palais baigné des flots de la mer, au rivage embaumé de Naples ou de Messine, sous un ciel d'amour que l'astre d'Endymion pénètre de sa lumière. اینک ملکه جوان از راه می رسد، آراسته به گلها و الماسها. نیمه شب در جستجوی من است، در میان باغ‌های نارنج، در رواق‌های قصری که امواج دریا بر آن بوسه می‌زنند، بر ساحل اتراگین ناپل یا مسینا، زیر آسمانی آکنده از عشق که ماه اندیمیون آن را از نور رویای خویش لبریز کرده است. Elle s'avance, statue animée de Praxitèle, au milieu des statues immobiles. Des pâles tableaux et des fresques silencieusement blanchies par les rayons de la lune. Le bruit léger de sa course sur les mosaïques des marbres se mêle au murmure insensible de la vague. او پیش می آید چون تندیسی زنده از آفریده های پراکسیتل، در میان تندیس های خاموش، تابلوهای رنگ پریده و دیوار نگاره هایی که پرتو ماه بی صدا بر آنها سفیدی پاشیده است. آوای سبک گامهایش بر موزاییک های مرمرین با زمزمه محو موجها در هم می آمیزد. La jalousie royale nous environne. Je tombe aux genoux de la souveraine des campagnes d'Héna. Les ondes de soie de son diadème dénoué viennent caresser mon front, lorsqu'elle penche sur mon visage sa tête de 16 années, et que ses mains s'appuient sur mon sein palpitant, de respect et de volupté.
کوه حسود سلطنت گرداگرد ما را فرا گرفته است. من در برابر بانوی دشت های اتا به زانو در میافتم. رشته های ابریشمی تاج گشودش بر پیشانیم میلغزند و نوازشم میکنند. آنگاه که سر 16 سالش را بر چهره من خم میکند و دستانش را بر سینه‌ای مینهد که از احترام و شور بیقرار و تپنده است. Au sortir de ces rêves, quand je me retrouvais un pauvre petit breton obscur, sans gloire, sans beauté, sans talent, qui n'attirerait les regards de personne, qui passerait ignoré, qu'aucune femme n'aimerait jamais, le désespoir s'emparait de moi. Je n'osais plus lever les yeux sur l'image brillante que j'avais attachée à mes pas. اما چون از این رویاها بیرون می آمدم و بار دیگر خود را همان جوان گمنام بریتانی می یافتم، بی نام آوازه، بی زیبایی و بی بهره از هر استعدادی، کسی که نگاه هیچ کس را به خود جلب نمی کند، ناشناخته از میان مردم می گذرد و هیچ زنی هرگز دوستش نخواهد داشت. نومیدی سراپای وجودم را در بر می گرفت. دیگر جرأت نداشتم چشم بر آن تصویر درخشان بدوزم که در تمام این مدت همچون سایه‌ای رویایی همراه گام‌هایم بود. Ce texte m'a beaucoup touchée parce que ce fantôme qu'il construit, cette femme est faite de morceaux. Si on fait un portrait de l'idéal, et l'idéal, on le cherche tous quelque part. Oui, c'est peut-être même une recherche du beau idéal. Le beau idéal, c'est un sujet de réflexion esthétique très important au XVIIIe siècle, puis à l'époque de Chateaubriand, avec l'apparition du mouvement artistique néoclassique. Johann Winckelmann, qui est un historien d'art allemand, a théorisé le beau idéal dans l'art antique grec. Et il a théorisé ceci dans un livre que Chateaubriand a certainement lu. Et ce qui est fascinant, c'est la précision de portrait. Il prend les cheveux de l'un, les yeux de l'autre, les gestes d'un tableau, la lumière d'un symbole religieux. Il l'assemble, il retouche, il défait, il recommence. Et c'est un acte de création. Tout acte littéraire est un acte de création. Alors la création repose bien sûr sur l'imitation. Mais Chateaubriand a eu une adolescence très solitaire. Donc ses sources d'inspiration sont essentiellement des sources littéraires. Mais aussi, il y a eu une présence très importante pendant son adolescence, c'est sa sœur Lucille, qui était un être poétique, tourmenté, mélancolique. Elle s'est suicidée à l'âge de 40 ans. Il passait des journées entières dans son château de Combourg avec elle, et je pense qu'elle fait partie de ses sources d'inspiration principales. Et on sent que cet imaginaire est très riche. Il fait penser à Aphrodite, Diana, Hébé, des symboles et des époques entières. Cette femme n'est de nulle part et de partout à la fois. Elle n'a pas de monde réel. Par contre, il vit entre tous les mondes. Oui, c'est un être de fiction qui devient donc totalement inatteignable par le fait même de sa composition. Et c'est certainement voulu par l'auteur. Quoi de plus
triste que d'atteindre, de réaliser son désir, et donc de le perdre. Alors je vous lis un petit passage de André Miquel, qui était un historien spécialiste de l'art de l'Orient et de l'Occident, en parlant du sentiment amoureux. Il dit « Le plus bel amour qui se dit le mieux, ou le plus longtemps, est celui qui ne se réalise pas, ou qui ne se réalise pas encore, ou qui, réalisé, est brutalement interrompu. Impossible et malheureux dans tous les cas. » Ah oui, merci. Et puis, il y a ce retournement à la fin qui est vraiment bouleversant. Il sort de ses rêves et il se retrouve. Petit bouton obscur sans gloire. On voit la différence entre nous et ce qu'on veut devenir. Ça fait mal parce que ça montre la réalité. Oui, c'est une posture littéraire quand même, chez Chateaubriand. Il sait qu'il est un génie littéraire, donc il se construit une image, entre autres une image d'homme désenchanté, qui n'atteint jamais son désir. Tout à fait. Et ça fait partie de son projet mémorialiste, et ça rejoint ce qu'il théorise en fait depuis le commencement de sa carrière littéraire, le fameux état d'âme, le vague des passions. On habite avec un cœur plein, un monde vide. Oui, et cette phrase, je n'osais plus lever les yeux sur l'image brillante que j'avais attachée à mes pas. C'est tellement humain. On crée parfois des rêves trop grands pour soi et on finit par en avoir presque peur. Oui, on en arrive à avoir presque peur de l'atteindre. S'il l'atteint, en fait, son projet littéraire s'effondre et le lecteur referme le livre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce fantôme, il est à la fois refuge et prison. Il protège le monde réel, mais il empêche aussi d'y entrer vraiment. C'est peut-être là que Chateaubriand touche quelque chose de très profond sur la solitude. C'est exactement ça. Chateaubriand veut se faire le poète des grandes solitudes, d'où ces paysages toujours très ouverts, des paysages déserts. Il parle magnifiquement du vaste ciel au-dessus de sa tête lorsqu'il traverse l'océan Atlantique. Pour lui, ce ciel est une vaste toile qui n'attend que le pinceau de son maître. Et dans votre travail sur l'amour féminine chez Chateaubriand, est-ce que ce fantôme d'amour danserait là-dedans? Cette femme idéale construite de rêves, est-ce qu'elle annonce déjà quelque chose de cette thématique? Bien sûr, l'expression de la mort féminine dans son œuvre exprime cette solitude, devant laquelle l'auteur se retrouve à chaque disparition. À la mort de Pauline, il dit qu'il est seul sur terre, qu'il est comme un enfant perdu. Et ce fantôme d'amour est un point de mire en fait qu'il garde toujours dans sa visée, et pour son projet littéraire, mais aussi dans sa vie personnelle. Alors, cet après-midi, on n'a pas seulement parlé d'un écrivain, on a aussi essayé de comprendre une sensibilité, une façon d'habiter le monde, de regarder le temps, les paysages, les souvenirs, les amoureux et leur disparition. Et Chateaubriand, au fil de cette émission, n'était plus seulement une figure de l'histoire littéraire. Il devenait presque une présence. Quelque chose qui continue doucement à nous accompagner. Chateaubriand est partout présent. Il a inspiré plusieurs générations d'écrivains et je pense qu'il en inspire encore. Et même en dehors de la vie littéraire, le général de Gaulle, lors de sa défaite politique, il s'est retiré dans son manoir et c'est ce qu'il dit dans ses propres mémoires. Il a relu entièrement les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand.
Chateaubriand, c'est un écrivain universel. Et c'est pour ça que je lui trouve beaucoup de points communs avec des poètes persans comme Hafez ou Omar Khayyam. D'accord. C'est peut-être ça, les grands écrivains. Ils continuent à vivre dans notre façon de regarder le monde. Oui, en plus de cela, même si Chateaubriand n'est pas historien, il nous permet de mieux comprendre une époque très chargée de l'histoire de France. Il y a eu la Révolution française, il y a eu les guerres impériales avec Napoléon Bonaparte, il y a eu la Révolution de 1830. D'accord. Certaines phrases restent avec nous pour toujours. Ils continuent différemment. Parce que certains écrivains ne cherchent pas à parler trop fort, ils restent proches du silence. C'est une douce mélodie. Ah oui. Peu de gens ont lu les Mémoires d'Outre-Tombe, mais quasiment tout le monde connaît les Mémoires d'Outre-Tombe et Chateaubriand, même s'ils ne les ont pas lus. Ah oui. C'est souvent dans le silence qu'elles deviennent poétiques. Oui, ce sont peut-être les notes les plus légères qui font les plus belles mélodies. L'écriture de Chateaubriand est une mélodie, souvent imitée, mais jamais égalée. Chers amoureux de la poésie, on arrive doucement à la fin de cette émission. Avant de se quitter, peut-être juste garder une idée simple de cette traversée d'aujourd'hui. Chateaubriand n'était pas seulement un écrivain romantique. C'était un homme qui a profondément écouté le monde, la nature, le temps, la solitude, l'amour et sa disparition. Au fil de cette émission, on a traversé des paysages, des souvenirs, des rêves impossibles, mais surtout une certaine manière de ressentir la vie. Parce que fond, la littérature ressemble parfois à la mémoire. Il vient doucement, sans forcer, et elle reste. Un grand merci à Marc Boudier d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci, c'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très honoré d'avoir pu vous présenter cet auteur. Alors il faut que vous sachiez que l'Orient a toujours fasciné les Occidentaux. Au début du XIXe siècle, un vaste engouement pour l'Orient s'est développé dans l'Europe littéraire. Et moi-même, je rêve un jour d'aller en Iran, et à Shiraz plus exactement, sur le tombeau d'Hafez. Ah oui. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et votre écoute. Merci d'être là chaque lundi sur Canal TSF Radio Sans Frontières. À la production, c'est moi Daria et à la technique, c'est Omid. Merci à lui. On se retrouve lundi prochain à 17h pour un nouveau voyage poétique. D'ici là, prenez le temps de ralentir un peu, d'écouter vos silences intérieurs et de laisser certaines phrases continuer à vivre en vous. Très belle fin d'après-midi à toutes et à tous. Au revoir. À lundi. Au revoir. La poésie française et persane avec Daria. Canal TSF. Canal TSF. La radio sans frontières.